Le procès de mon père, Mansour Khalifa. Avant-propos. Dans ce roman, je ne prétends pas faire le tour complet et exhaustif du procès de mon père contre le docteur S.A., psychiatre et directeur d'hôpital à Tunis, loin de là. Le père Momo aurait vraisemblablement ressenti dans sa chair et souffert dans sa solitude carcérale l'injuste accusation de folie dont ce dernier avait cherché à l'accabler. Une accusation dont les conséquences avaient entaché d'une manière inoubliable toute la famille du père Momo et marqué d'une mélancolie viscérale notre tendre enfance qui, bien que très lointaine maintenant, semble nous revisiter avec une acuité aussi dramatique que cocace. Une enfance chargée de traumatismes indélébiles, de joies inattendues et de découvertes surprenantes. Loin de moi aussi l'idée de prétendre faire dans ce roman le procès de mon père d'une manière définitive et équitable, car il y aurait toujours des zones d'ombre insondables dans le personnage du père Momo. D'une part, et bien des côtés insaisissables de moi-même et de mes proches dans cette narration, d'autre part. Je tâcherai tout au mieux de me débarrasser de l'ancien fardeau de ce drame familial et de me réconcilier avec moi-même et avec ce passé lourdement marqué par l'inoubliable procès contre Dr S.A., l'internement abusif de mon père à l'hôpital des fous de la Manoumba. Telle est la désignation vulgaire que les Tunisiens donnent à l'asile psychiatrique de Tunis. Plus de 66 ans après les événements dramatiques de cette histoire singulièrement troublante, je me pose toujours la même question. Ne peut-on jamais se délester définitivement du legs laissé par le Père sur terre avant de pérégriner, peut-être un jour, vers leur Père qui est aux cieux ? Et par extrapolation, je me demande quelquefois si la vie est une boucle bouclée dans sa perfection éphémère, ou si elle est un absurde cercle vicieux, chaotique et éternel. Mansour Khalifa. Chapitre 1er. Un père intellectuel. Zut, éructa le père Momo. Une autre grande feuille blanche à peine noircie de quelques mots de français roula sur les beaux carreaux multicolores de la chambre et s'immobilisa près d'autres boules de papier qui jonchaient le sol. Le père Momo avait une sacrée manie d'écrire. Souvent, vers la fin de l'après-midi, il s'assoyait devant l'unique grande table en bois de la maison, aux pieds admirablement sculptés. Il semblait prendre l'activité de scribe très au sérieux, car il s'y préparait cérémonieusement en plaçant soigneusement sur la table une pile de papier, un buvard neuf, un encrier et une plume avant de plonger dans son monde scriptural. Après quelques minutes, il laissait échapper des soupirs profonds et répétés qui en disaient long sur sa concentration distraite et sa mauvaise humeur imminente. Son rituel nous impressionnait beaucoup, marquait insidieusement les contours de notre tendre enfance et nous préparait, inconsciemment peut-être, à nous embarquer dans nos futures occupations d'enseignants, d'écrivains, de poètes et d'artistes. Penché sur son papier, le père Momo rédigeait on ne sait quoi, sans lever les yeux. Mais de temps à autre, il s'arrêtait d'écrire, relevait la tête, regardait dans le vide sans nous voir et poussait un grognement en un soupir énigmatique. Quelques instants après, il froissait la page noircie de ses hiéroglyphes en grommelant et en la jetant par terre, d'un air contrarié. Son écriture reprenait de plus belle en attaquant une autre page blanche, quadrillée, finement en traits bleu ciel. Tête penchée, complètement absorbé, il continuait d'écrire. Mais un soupir profond, semblable à un râle caverneux, rompit aussitôt le silence de la chambre. Rien à faire, il ne semblait pas content de ce qu'il venait d'accoucher. Il ne semblait pas être dans son assiette. Même geste, même grognement, une autre feuille froissée alla rejoindre les autres boules de papier jonchant le carré noir, ocre et rouge, appelées à tort zéligues, sur lesquelles se dessinait joliment une arabesque de feuilles de figuier et de vigne. Jusqu'à la tombée de la nuit, Père s'escrimait avec la page blanche de son cahier. Son pugilat avec la langue de Molière semblait sans fin,
Il voulait écrire d'une seule traite parfaitement, clairement et vigoureusement, sans la moindre faute, sans la moindre hésitation, sans la moindre faiblesse. Dès qu'il soupçonnait une petite faille, une lourdeur de style ou une ambiguïté dans ce qu'il rédigeait, il sacrifiait le tout et repartait à zéro. Que de feuilles froissées et jetées, et combien d'autres entamées sans fin. Grognements, râles et soupirs rythmaient le progrès rédactionnel de Père Momo. La maison familiale, à l'angle d'un vaste jardin où poussaient des figuiers, des oliviers, des pêchers et des amandiers en fleurs, qu'une épaisse haie de cactus dérobait au regard indiscret, se situait à la limite nord du village de Mediuna, à l'orée d'une forêt dense d'oliviers et au croisement de deux ruelles dont l'une se prolongeait sous forme d'un sentier rural en terre battue qui serpentait loin dans la campagne et l'autre s'arrêtait net sur le petit square devant l'ancienne porte de la maison. Ainsi installé, le père Momo écrivait des lettres, toutes sortes de lettres, sur de grands papiers quadrillés appelés papiers ministres, qui se vendaient dans les librairies et parfois même dans les débits de tabac. Il y avait les lettres destinées à des fils partis poursuivre leurs études en France ou en Angleterre. Il y avait surtout les lettres de réclamation pour le compte d'une tierce personne, et en échange desquelles le père Momo touchait parfois un prix modique, lorsque leur commanditaire en avait les moyens. L'argent n'avait pas un grand cours à cette époque-là, et les gens pratiquaient volontiers le troc dans bien des transactions. Le père Momo rentrait parfois à la maison avec une demi-douzaine d'œufs frais ou un coquelet, ou bien encore un paquet de poissons frétillants en échange de son travail de scribe. Il se faisait payer en nature, mais souvent, il écrivait ses lettres gratuitement, au profit d'une petite veuve réclamant les indemnités de son mari, victime d'un accident de travail tragique, par exemple, ou d'un vieux monsieur qui aurait perdu son fils à la guerre, ou d'une femme divorcée exigeant la pension de divorce, ou d'un héritier ou d'une héritière voulant récupérer leur part de l'héritage familial, ou en bref au profit de toute autre personne ayant droit à des indemnités ou à se faire redresser un tort. Pour ce genre d'occupation hautement intellectuelle et souvent bénévole, surtout que le père Momo n'écrivait ses lettres adressées aux autorités locales, régionales et même nationales qu'en langue française. Il aurait d'ailleurs donné n'importe quoi, tellement était grand son plaisir et son orgueil de se considérer sinon l'unique personne du village qui peut rédiger en français châtié des missives convaincantes et percutantes. Du moins, l'un des rares experts en la matière aimait-il à le rappeler à qui veut bien l'entendre. C'était bien avant que la frénétique première vague d'arabisation ne s'emparât du pays au début des années 1980. Il écrivait son courrier d'un air méditatif ou irascible, selon que la tournure rhétorique le laisserait capturer aisément ou non par sa plume, ou que le mot juste résisterait ou non à sa faconde gestative. Quoi que l'on dît, le père Momo avait une belle plume. Le tracé de ses lettres avait une allure harmonieuse. Elles sont légèrement penchées en avant, ressemblant à des caractères italiques, et forment des lignes régulières. Une ponctuation claire et bien saillante. Il lui arrive parfois de noircir le même mot en retraçant les lettres plusieurs fois, ce qui lui donne l'allure d'être en caractère gras. Les lignes couvrent la largeur entière de la page, sans laisser de marge nulle part. Une page couverte de signes disposés en rang serré, de haut en bas et de gauche à droite. Une véritable prolifération de symboles finit par envahir alors la page blanche en la recouvrant de proche en proche et en remplissant le moindre espace vide. Nul droit à l'erreur, devait penser le père Momo. Pas de lacune par laquelle pourrait s'introduire plus tard un quelconque rajout apocryphe de nature à fausser l'authenticité et à corrompre la pureté de son texte originel.